Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente une BM un petit peu sportive. Vous avez déjà fait la M3 compétition, on a fait la M4 CSL et aujourd'hui, je vous fais la M3 Touring. En blanc comme ça, elle est magnifique. Cette vidéo va être en deux parties, puisque il y a première partie pour cette M3 Touring, il va y avoir une première partie pour la M3 CS, qui est ça, mais en plus radical et pas en break, puisque ça, version break. Et la partie 2, ce sera un mix, un comparatif de ces deux voitures, M3 Touring et M3 CS, sur circuit. On ira à Montlhéry avec un pilote et on va pouvoir les malmener un petit peu. Ça va être assez dingue, je vous l'assure. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Rien que ça, c'est la première vidéo, M3 Touring, ensuite il y aura M3 CS et ensuite le combo réuni sur circuit. On va pouvoir s'amuser et les pousser à fond. Peut-être même les mettre un petit peu en dérive puisque c'est des X-Drive, mais on peut également déconnecter l'avant pour pouvoir mettre 100% de cette puissance sur les roues arrière. Et là, ça en fait une vraie BM très sportive. Comme d'habitude, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture. On fait un essai détaillé de celle-ci et ensuite le comparatif sur circuit pour pouvoir les pousser. On va quand même s'amuser un petit peu sur route, mais voir ce que ça donne également sur des petites routes sinueuses. Et ensuite, full puissance. C'est la première version M3 break. Il y a eu à l'époque, pour ceux qui ont connu, la M5 V10 qui existait en break. C'est très rare. Je ne sais même pas s'il y en a eu une cinquantaine en France. J'avais un ami qui en avait une à l'époque, très jolie avec ce V10. C'était d'une sonorité magnifique avec une petite ligne. Et cette fois-ci, cette M3 reprend ce qu'il y a sur la M3, M3 compétition, M4. On retrouve le 6 cylindres 3 litres biturbo avec un bar 7 de pression au turbo et 510 chevaux, ce qui est plutôt pas mal, puisqu'au final, c'est une M3 compétition avec une ligne rallongée pour en faire un M3 Touring version break. Donc, première fois sur une M3 en break. Il y a Erwan, The Glove Driver, je ne sais pas si vous connaissez, vous suivez sa chaîne un petit peu, qui est en train de s'en préparer une sur les M3 d'époque avec un châssis de M3 qu'il a refait en break, qu'il a élargi avec le moteur. Je pense qu'il va bien s'amuser avec également et ça en fera une voiture assez rare. Mais il y a eu un concept à un moment de M3 à l'époque, mais ça ne s'était pas fait. Et là, j'avoue que c'est quand même plutôt réussi. L'avantage, c'est qu'on a un petit peu plus de coffre, mais comme vous allez le voir, c'est pas grand chose de plus, hein, c'est 20 litres supplémentaires seulement. On pourrait se dire, ouais, ça rajoute énormément, mais en fait, non, c'est juste 20 litres. Au niveau des dimensions, elle fait 4,80 m, c'est exactement les mêmes dimensions qu'une M3 de base. C'est juste que sur le haut, la lunette arrière a été rallongée, 1,90 m de large, donc ça, c'est quand même imposant. En voiture sportive avec les trains bien élargis, on voit quand même qu'on a les ailes élargies également, et 1,45 m de haut avec ses barres de toit. Bah oui, puisque M3 Touring, vous avez le break, imaginez-vous, le petit coffre de toit qui va bien affûter, ça rendrait cette voiture ultra sexy, ou même mettre les vélos avec des ventouses là-haut. Ah, dommage que j'ai pas ça, sinon je l'aurais bien fait pour aller me balader. Au niveau du poids, cette voiture, elle fait aux environs 2000 kg. Alors oui, c'est pas très léger, mais déjà une M3 de base, c'est pas forcément léger. Il y a la M4 CSL qui avait rabaissé le poids. Et ensuite, il y a la M3 compétition, donc qui est celle-ci, mais un petit peu moins lourde, puisque justement, on n'a pas ce toit prolongé. Et ensuite, on a la M3 CS que je vais essayer, donc pour moi, ce sera demain en vrai. Vous, ce sera un petit peu plus longtemps, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut s'abonner quand elle sortira cette vidéo. Et la M3 CS, qui est en gros une M4 CSL un petit peu en dessous, mais mieux qu'une M3 compétition, qui, elle, perdra 40 kg comparé à une M3 compétition. Bon, niveau performance, hein, ça donne quand même, avec ce 6 cylindres, ça c'est toujours la caractéristique du BMW, 6 cylindres, 3 litres biturbo, un 0 à 100 en 3 secondes 6, c'est 0,1 seconde de moins qu'une M3 compétition. On a les 4 roues motrices. Si on passe sur les M3 de base, on est en 3 secondes 9. Donc ça fait 0,5 secondes de différence entre une compétition et une propulsion. Ça fait la différence avec le X-Drive. Et le 0 à 200 pour celle-ci est donné en 12 secondes 9. La M3 CS, elle le fera en 11 secondes 1. On gagne quand même énormément de temps. Au niveau du tarif, on commence à partir de 116 000 € pour cette voiture, auquel il faudra ajouter, puisque nous sommes en France, un fameux malus de 50 000 €. Oui, ça fait mal. Pourquoi pas un jour BMW créer une petite hybridation comme vous avez fait sur le XM pour ce genre de voiture, pour que, je pense que les malus, il va y en avoir de plus en plus dans les pays. Faire des hybridations, moi je ne serais pas contre, puisque au quotidien, on ne conduit pas forcément de façon très dynamique ça. Mais pour ceux qui se rappellent de mon essai du BMW XM, c'est, je pense, une des voitures les plus violentes que j'ai essayé et c'était vraiment hardcore. J'imagine pas, dans une M3 comme ça, avoir un petit peu la même philosophie avec le 6 cylindres et une hybridation. Je pense que ça pourrait marcher très très fort et je pense qu'on pourrait atteindre facilement 600-650 chevaux, voire plus si BMW se fâche un petit peu. On a donc le X-Drive, 4 roues motrices qu'on peut déconnecter et
la transformer en pure propulsion. Par contre, pour passer en pure propulsion, il faut désactiver toutes les aides, donc plus de SP. Et là, il faut être un petit peu pilote pour gérer cet engin. Sinon, on a le MDM, le M dynamique, je ne sais plus à chaque fois à quoi convient le dernier. Non, je crois que c'est M Dynamic Mode, exactement. M Dynamic Mode qui permet de pouvoir faire glisser la voiture un petit peu, mais en gardant toutes les aides. Et la voiture vous aide énormément, ça j'avais déjà essayé sur d'autres voitures. Et la M3 Compétition Green Mint que j'avais essayé sur circuit à Manicourt, on avait montré justement un petit peu comment ça fonctionnait sur circuit. Et cet ESP qu'on peut déconnecter ou on peut le calibrer sur 10 positions d'ESP pour pouvoir gérer la dérive. Et il y a toujours l'analyseur de drift BMW, ça j'adore. C'est un score qui vous met entre 1 et 5 étoiles et ensuite il vous donne la distance que vous avez parcourue en glisse. Ça c'est quand même assez fou. Je crois que la dernière fois j'avais fait 129 mètres en dérive. C'est plutôt pas mal. Bon, après, attention, ça c'est utilisé sur circuit. Vitesse maximum qu'on peut atteindre avec cette voiture, c'est 250, ou si on la débride, on peut aller jusqu'à 280, ce qui est plutôt pas mal pour l'autobahn. J'avoue que j'aurais bien aimé, et c'est tentant. Au niveau de la couleur, on a ce magnifique blanc aujourd'hui satiné. On revoit les paillettes, les reflets, ça change un petit peu de couleur. Très beau, elle est disponible en 17 couleurs, et on peut avoir 8 intérieurs différents. Bon, cette calandre, je ne vous la représente plus, la grosse calandre spécifique à ces versions M, avec les bandeaux ici, le M3 Compétition en plein centre. On pouvait avoir à l'époque même le badge 50e anniversaire et cette calandre qui s'intègre dans le capot avec le petit bosselage ici, les remontées, c'est franchement hyper agressif. En blanc, peut-être un petit peu moins, mais sur les véhicules de couleur, je trouve que ça ressort énormément. Sous ce capot donc, ce 6 cylindres en ligne, biturbo, on peut voir sur le côté les 2 admissions d'air, les barres de renfort pour pouvoir amener plus de rigidité à ce châssis entre les 2 côtés de la voiture. Ensuite, on retrouve des phares full LED, bien sûr, sur cette voiture. On est sur une voiture haut de gamme à plus de 100 000 €. On a des phares LED de série avec la petite virgule juste en bas. En fait, ça fait une sorte de petit plateau en bas, en dessous du feu. Et bien sûr, full LED pour les clignotants également. Ensuite, un peu plus bas, on retrouve cette calandre M. Des petits rideaux d'air sur les côtés, donc ça joue pour l'aérodynamisme également, pour les flux d'air et les consommations, puisqu'on joue quand même un petit peu, et des parties carbone ici pour les entrées d'air qui vont aller refroidir les radiateurs qui se cachent derrière, et ensuite des parties peintes en noir sur les extrémités. Sur le côté, c'est là où cette Touring fait toute la différence avec les BM qu'on a l'habitude de voir, surtout les M, c'est cette partie ici en Touring. Touring, c'est les versions break. Ça vient un petit peu concurrencer les Audi, parce que Audi, ils font de la RS4, de la RS6 en break comme ça. Pourquoi pas BM refaire la M5 pour concurrencer la version RS6, puisque ça on peut dire que ça va être la concurrente de la RS4. On a 510 chevaux. La RS6, ça fait 600 je crois. La M5, elle pourrait bien aller jouer avec la RS6. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, est-ce que vous êtes plutôt RS6 ou plutôt BMW? J'avoue que je serais incapable de faire un choix. Je pense que pour l'intérieur, les sièges, je prendrais bien celle-ci. C'est vrai que le look de la RS6 paraît très bestial aussi, peut-être un petit peu plus que ça. La RS4, elle a un petit côté sympa aussi, mais c'est vrai qu'elle fait un peu plus gentille que la RS6. On essaye d'ailleurs prochainement RS6 Performance sur circuit, ça va être très sympa. M3 Touring, toujours les rétros carbone de chez M avec toujours cette double sorte de support sur le côté avec les entrées d'air de ce côté-là qui existe depuis les anciennes BM M. Les jantes en 19 pouces à l'avant, en 20 pouces à l'arrière. On a du 275 à l'avant, du 285 à l'arrière. Là, on est chaussé aujourd'hui en Michelin Pilot Sport 4S. Ça tient déjà bien la route. L'avantage, c'est que ça, c'est des pneus totalement mixtes. Sur les versions plus sportives, comme la M4 CSL ou la M4 CS, on est en Cup 2 directement, qui sont des semi-slicks homologués pour la route. Aujourd'hui, on a des freins carbone céramique, qui sont une option à plus de 8 000 €. Le carbone céramique, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est très joli, à voir les étriers dorés comme ça, et les disques sont magnifiques. D'ailleurs, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez sûrement comment on mesure le taux d'usure des disques carbone. Pour ceux qui ne le savent pas, un disque carbone, ça ne se mesure pas à l'épaisseur, ça se mesure au poids. C'est pour ça qu'il y a écrit en nombre de grammes minimum, par exemple 7000 grammes, ça veut dire 7 kg. S'il fait en dessous de 7 kg, eh bien, le disque à la poubelle. On peut le garder pour se faire une belle horloge. C'est comme ça qu'on mesure le taux d'usure des freins carbone. Donc là, on a du 6 pistons sur l'avant et sur l'arrière. On a quand même un étrier monopiston qui suffira largement puisque tout le poids est transféré sur l'avant, surtout qu'on a un moteur avant juste ici.
des disques énormes derrière ces jantes qui sont très ajourées, allégées et je les trouve magnifiques. Sur le côté, on retrouve le badge M3 Compétition. Ici, un petit bas de caisse en noir. On a les ailes qui ont été élargies également sur l'arrière et on retrouve une petite partie plastique puisque la voiture était encore élargie. Et ça, c'est pour la légalité. Ceux qui savent, dites-moi pourquoi, je le dis souvent dans les vidéos. De ce côté-là, on pourra mettre de l'essence. Là-haut, les barres de toit. Et comme on peut le voir, pas de chrome sur cette voiture. Là, on a un black pack où tout est noir avec les vitres arrière surteintées. Je trouve que le contraste blanc et noir, ça lui va bien. Mais j'avoue que je l'ai vu en bleu foncé, je l'ai vu en vert foncé. Il y a des couleurs qui lui vont merveilleusement bien. Là, je la trouve presque discrète comme ça, en blanche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, je suis plus peps couleur. Bon, après, je dirais pas non. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on voit que cette ligne noire, elle commence ici sur l'avant, avec les extractions sur les côtés, la lame avant. Elle fait toute la lame sur le côté et ensuite elle revient sur l'arrière. Donc ça pose encore plus la voiture et ça l'assoit. Et on a l'impression que ça la rabaisse, alors que non. En plus, elle est plutôt haute. Moi, je passe les deux dames sans problème. J'ai monté des trottoirs et on peut voir, c'est l'avantage. Pas besoin de livre. C'est pas une vraie voiture de sport comme une Ferrari ou autre. On peut vraiment s'en servir au quotidien. Là, vue d'ici, elle a vraiment un look ravageur à tomber par terre. Elle est incroyable. M3 Touring, ce look, ce 3/4 arrière, waouh! Et même quand on est pleine face arrière, elle est assez incroyable. J'adore toute cette partie, le fait que ce soit comme ça et que ce soit plus la malle de coffre. Waouh! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, waouh! Et ce qui est assez incroyable, je pense que vous le voyez là, regardez l'aile arrière, comment elle est large par rapport à l'avant. Ça dépasse vraiment. Et là, ce côté bombé avec ça, là, quand on regarde vraiment le pneu au sol, l'arrière est beaucoup plus large. C'est incroyable. Et le fait que ce soit plus large, c'est pas du négatif parce qu'il va falloir appuyer les 510 chevaux à l'arrière quand on va passer en mode propulsion. Donc pour pouvoir avoir un train qui se tient bien, c'est très important. Plein arrière, là-haut, on a un béquet qui intègre un autre béquet. Ça, c'est marrant d'avoir rajouté un petit béquet pour l'aérodynamisme et mieux guider les fluides, créer un petit peu d'appui puisqu'il remonte un poil. On a l'antenne type requin là-haut, pareil, aérodynamique. Le troisième feu stop intégré ici. Le petit essuie-glace avec surtout l'avantage de la version break. Et moi, ce que j'adore, c'est ça. C'est que je peux ouvrir juste la lunette arrière directement. Ça, c'est un vrai plus de chez BMW. Parce que si j'ai des choses à faire ou, par exemple, je pars en vacances, j'ai juste à poser des choses sur le dessus. Et là, ça peut vraiment faire en sorte que je puisse remplir jusqu'en haut ce coffre. Après, je peux bien sûr retirer le rideau juste ici de la plage. Mais ça, c'est juste top. Et regardez, ils ont pensé à tout. Ils ont même mis un petit crochet ici pour, au cas où vous devez laisser ouvert, vous pouvez accrocher et directement sangler à l'intérieur. Des génies, des génies. Donc, on peut refermer de cette façon. Hop. Et je vais vous parler du reste. Les feux ici, bien sûr, en full LED également. Ce que j'aime bien, c'est cette vision un peu 3D. Le M3 Compétition de ce côté-là. Ensuite, quelque chose d'assez simple. Tout est peint jusqu'à tout en bas. La caméra de recul ici. Des radars de parking. Sur les côtés, on voit qu'on a élargi encore. Et là, on y met les réflecteurs. Là, sur le bas, les petites lames et du diffuseur arrière s'élargissent encore. Tout en bas, on retrouve l'échappement dans un diffuseur en carbone. Et les 4 échappements, comme on a l'habitude de voir sur ces M depuis la M3 d'il y a des années 2000. Le coffre, on a la porte qui s'ouvre automatiquement et on retrouve donc un volume de coffre ici de 500 litres. 480 dans une M3 de base, 20 litres de plus. Donc c'est pas grand chose 20 litres, mais ça peut faire la différence, mais c'est surtout le look pour moi qui compte. Donc ici, on a un seuil, des parties métalliques et plastiques pour pouvoir faire glisser des valises. On pourra mettre des valises assez facilement. La plage ici, souple. On pourra bien sûr rabattre directement les sièges grâce à ces petits boutons juste ici. Électriquement, ça se rabat. Et là, voyons voir jusqu'à où je rentre. Est-ce que je pourrais dormir là-dedans? Si je vais aux 24 heures du Mans, la prochaine fois, un petit matelas. J'ai les pieds qui touchent pas les sièges, ma tête dépasse pas de ce côté-là. Je pourrais refermer. Ça veut dire que c'est une voiture top pour aller faire du camping. Ça fera faire des économies, ça. Un petit matelas là, et hop, impeccable. Il y a Dacia qui font le kit slip pour le jogger. BMW, il va falloir y penser. Le kit slip dans la M3 Touring. Ici, si on soulève, on a le petit kit de secours. En dessous, on a un petit kit anti-crevaison ici. Et franchement, on est bien. C'est très volumineux. Vous voulez peut-être que je vous fasse entendre l'échappement. Bougez pas. Comme d'habitude, je vous pose là. On commence échappement fermé, ensuite échappement clapet ouvert en mode sport.
Bon, malgré les normes anti-pollution et autres, ça chante quand même bien, c'est assez rauque. On peut peut-être se mettre une petite ligne dessus pour que ce soit vraiment très excitant. Alors, sur les places arrière, donc là, j'ai laissé la banquette ici rabattue. On peut rabattre la banquette en 40, 20, 40. On a les fixations top taser et isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et hop, pour la rabattre, je la remets comme ça. Ce qui est top, c'est qu'ils ont pensé à laisser la ceinture bien sur le côté. J'ai pas besoin de m'agarrer avec la ceinture. La troisième ceinture directement ici avec les couleurs M. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'elle est vraiment en plein milieu de ce siège-là. De fixation isofix et top taser. On a un énorme tunnel central ici qui remonte quasiment jusqu'à la hauteur d'ici. Donc c'est une 5 places, mais je pense que la place du milieu ne sera pas forcément très rigolote. On rentre ici où direct moi je tombe lorsque je suis passager sur ces béquets en carbone. Ces baquets, pas béquets, le béquet c'est lui derrière. Les baquets en carbone sont incroyables. On peut chatouiller le conducteur et le passager, à ne pas faire en conduite dynamique, ou jamais même. Mais waouh! Cette pièce-là, incroyable. Je viens fermer ma portière où sur le haut, c'est moussé. On n'a pas forcément de plastique sur la partie haute, des plastiques sur la partie basse. Non, un plastique dur, oui, sur la partie basse. Bon, on a des petits éclairages LED sur le côté, dans les poignées également. On a un coudoir en cuir, du cuir un peu partout, tout comme cette sellerie ici, magnifique en blanc. J'adore quand c'est blanc. Ça va bien avec l'extérieur. Et franchement, je suis plutôt bien. Par contre, je pourrais juste reprocher à BM, ils savent faire des voitures sportives. Les sièges avant vous maintiennent, ils vous agrippent plus qu'une femme qui vous veut. À l'arrière, on a un petit peu moins de maintien quand même. Mais pour faire de la route, ce sera peut-être plus confortable pour les longs trajets et pas forcément en dynamique. C'est vrai qu'en dynamique, on est souvent deux personnes devant. Et sur circuit, il ne me semble pas qu'on ait le droit de mettre des personnes à l'arrière. J'ai la couloir ici que je tire avec la petite languette, bien pensée. Hop, bah, je suis pas mal. Là, je suis bien installé. J'ai de la place pour les pieds sous le siège. Chacun a sa poignée. Ici, on a le petit truc pour accrocher son cintre avec sa chemise si on part en rendez-vous. On est pas mal. On a une climatisation ici, 3 zones. Donc 2 zones à l'avant, une zone pour la partie arrière que je peux régler. 2 ports USB-C sur cette partie. J'ai de la place au niveau de la tête. On sent que chez les voitures allemandes, les Allemands sont quand même assez grands. Et au niveau des genoux, je suis bien. Le siège avant est réglé pour moi. Franchement, je suis content. Les fenêtres sont grandes. Elles sont surteintées, mais elles sont grandes. Eh bien, on est vraiment bien à l'arrière. Franchement, sympa. La place du milieu. Donc, hop, par contre, il faut vraiment bien enjamber. Le tunnel central est haut, comme je vous disais. Je viens m'asseoir ici où, là, c'est beaucoup plus ferme. Donc, c'est vraiment une place d'appoint, on va dire. J'ai toujours de la place pour les genoux. J'ai de la place pour la tête. Le dossier est dur puisque ça reste 7 à couloir central. Ouais, c'est vraiment plus une 4 places, on va dire. Il y a Porsche qui fait par exemple des voitures 4 places maintenant. Certaines voitures sportives aussi, ils enlèvent les ceintures du milieu. Et bah, c'est pas plus mal en vrai parce que des fois, c'est vraiment une place d'appoint. Bon, après, ça peut être un plus quand même d'avoir une place supplémentaire. Et cette vue sur l'avant, je vois que du carbone. Je vois des sièges baquets ici carbone, la console centrale carbone, le tableau de bord carbone, le volant, les palettes carbone. Allez, je vous emmène découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Venez avec moi à l'avant. Donc, portière très simple, comme on peut retrouver dans une M3 de base. On a du cuir, du cuir, du cuir. Les petites LED juste ici et dans la poignée. La mémorisation des sièges sur 2 positions. Le verrouillage du véhicule, la poignée pour ouvrir. Ici, fenêtre et rétroviseur. Là, pour ouvrir le coffre à distance si on veut. Et le bac de porte. Ici, le petit M3 juste là. Hop, je ne sais pas si vous pouvez le voir avec les réflexions. Là, comme ça. Les sièges, donc ça, c'est la particularité de cette voiture, c'est ces sièges qui sont assez incroyables. Sièges carbone avec des ouvertures partout. On gagne 10 kg sur les sièges avec cela. Donc on peut ici resserrer plus ou moins les bourrelets sur les côtés. Et ensuite, c'est des sièges qui sont quand même électriques. On a le M3 qui s'illumine ici en plein centre. Et regardez, ces sièges sont juste beaux. Et je vous les remontre de l'arrière quand même, parce que ça vaut le coup. Tout ce carbone, waouh! Vraiment magnifique. Le pédalier BMW M comme d'habitude, pédale métallique et caoutchouc.
Ici, on retrouve toujours le petit rangement, bien pratique avec le velours à l'intérieur. Juste au-dessus, on retrouvera tous les modes pour les feux et les phares et la luminosité du tableau de bord pour la nuit. Volant réglable en hauteur et en profondeur. On peut voir les palettes qui sont rouges de derrière et devant, je vais vous montrer. Ces sièges, on a toujours cette petite partie carbone pour bien caler les jambes de chaque côté. Pareil, là, regardez comment ça remonte haut, ça remonte beaucoup plus haut que ma main. Et pourtant, j'ai des grandes mains. Je fais du L en gants. C'est beau. Et ça, on peut enlever cette partie à chaque fois si on fait du circuit pour ne pas avoir le casque trop en avant. Allez, je viens à l'intérieur. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, c'est mémoriser ma position 7, 1. Et je vais reculer pour vous donner la meilleure vue, parce que là, j'étais en mode conducteur. Donc, regardez à quoi ça ressemble. On a le Curve Display à l'intérieur, donc c'est un écran. Donc, 2 écrans juste ici que je vais vous démarrer. Hop, et voilà, il s'éveille. Le volant. Magnifique, chez BMW il y a toujours des très grosses jantes de volant, donc il faut avoir des grandes mains, ou quand on a des petites mains on a vraiment l'impression de tenir quelque chose d'énorme. Pareil cette partie, regardez, moi avec des grandes mains comme ça, fait la taille du volant, regardez j'arrive à peine à faire le tour, je viens pas toucher là. On retrouve à l'intérieur les surpiqûres dans le volant aux couleurs de M, logo BMW en centre, sur la gauche entouré de carbone, les aides à conduite avec le régulateur et le limiteur, et sur la droite ce sera ce qui sera média, commande vocale et volume et changer de musique, etc. Ensuite, on a 2 touches spécifiques aux versions M. C'est la M1 et la M2 qui sont 2 touches personnalisables. Plus bas, on a du carbone avec le petit rappel M. On peut avoir le volant chauffant qui sera ici si on le choisit. Et derrière, on retrouve ces 2 palettes en carbone moins et plus de ce côté-là. Derrière, on retrouve cet écran avec là les appels de phare, changer les infos du menu ici par exemple. Là, ce qu'il y aura au centre, les valeurs qu'on aura par exemple en consommation, les pleins phares automatiques, les clignotants, et sur la droite ce sera ce qui sera essuie-glace. Cet écran, c'est tout l'écran d'infodivertissement. Je vous avais déjà fait une vidéo de présentation de ce système. On retrouve du carbone ici qui fait le long du tableau de bord, du carbone ici, et là c'est juste magnifique. Et ensuite cet accoudoir blanc ici, où à l'intérieur on aura un petit rangement avec un port USB-C. La boîte de vitesse, ça je vous en reparle après, et ici un autre port USB type A pour mettre votre téléphone. Là, on a le chargeur par induction juste derrière. Je vous la démarre. Pied sur le frein. Oh. Ah, c'est sympa. Donc, contrôler prochainement la pression des pneus. D'accord, ok. On regardera ça plus tard. Donc là, c'est les consommations. Elle consomme 5 litres à l'heure si vous restez démarré. Donc le but, c'est pas de la laisser démarrer tout le temps. Ensuite, on peut rechanger les infos, comme je vous disais, depuis le démarrage, depuis le ravitaillement, etc., depuis les réglages d'usine. On peut avoir plusieurs infos juste ici que je peux faire défiler ensuite avec les menus. Pareil, au niveau de la radio, on a un affichage tête haute. On peut changer directement dans l'affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, et qui se trouve là-bas. L'écran, on l'a comme ça. Si je passe en mode sport, je peux avoir un écran différent avec un contour, la vitesse de ce côté-là, le rapport engagé qui sera plus intéressant. Donc ça, j'appuie sur les boutons M mode ici et j'ai le choix entre road, sport et track. J'avoue que moi j'aime bien ce petit écran-là, ça me convient. On a l'heure, le kilométrage restant en essence, la jauge d'essence, la vitesse, le rapport, le contour de ce côté-là, les ceintures. Là, je suis en mode 4 roues motrices et la température extérieure. Il commence à faire chaud pour un mois d'août, sympa, 22 degrés à Paris en plein après-midi. Et de ce côté-là, donc on a le menu avec l'analyseur de drift ici qui me fait toujours très rigoler chez BMW, le M-Lap Timer que j'avais utilisé sur circuit à Manicourt, et ensuite tous les réglages de la voiture, et on peut avoir les applis d'infodivertissement avec le CarPlay, la radio, etc. Tous les messages, tout ce qui est connecté avec votre smartphone et la touche Home avec des raccourcis ici, le mode sur lequel on est et les pressions. Pression et température de pneus. On peut voir les infos du moteur, la météo. Ici à Draveil, voilà, il fait 20 degrés, il risque peut-être de pleuvoir. La radio que j'écoute, les valeurs, voilà. Là j'ai consommé 12 litres au 100 sur 131 km en m'amusant un petit peu. L'assistant personnel, les conditions, on est lundi et on peut rajouter des widgets. Et franchement, c'est plutôt joli. J'aime bien, c'est bien fait. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a le pommeau de vitesse. Donc, pour passer en drive, je bascule sur la droite, je passe en drive. Pour passer en reculé, je fais ça et je vais vers le haut. Ça m'active les caméras de recul, comme on peut le voir juste ici. Hop, je peux repasser en neutre. La touche parking, c'est le petit bouton ici.
Ensuite, là, vous pouvez voir ici, on a 3 petits traits chez BM. Vous pouvez vous demander à quoi ça sert. Eh bien, c'est pour la boîte de vitesse, la passer plus ou moins rapide. Il y a 6 modes dispo, donc soit en drive, soit en sport. Et ensuite, on peut soit qu'elle soit plus rapide, soit qu'elle soit plus lente et plus souple. Donc, soit on veut des à-coups et que ce soit rapide, soit on veut que ce soit lent et tranquille. Ensuite, ça, on retrouve le padin de chez BMW, la roulette, etc. On peut aller naviguer de cette façon, retour, les options et les raccourcis. Là, on peut désactiver le SP directement d'ici, les bip-bip de parking, le start and stop, l'activer ou désactiver. On démarre la voiture ici. On choisit ces M-modes, donc comme je vous disais, road, sport ou track directement. On a le setup ici qui peut être très important pour vos boutons M1 et M2. Donc M1, M2 juste ici. Là, on a de quoi personnaliser le moteur, le châssis, la direction, les freins, le X-Drive ici et le contrôle de traction sur 10 niveaux, comme je vous disais. Donc ça, je peux M1, M2. Moi, par exemple, en M2, je lui ai dit, je veux que tout soit au max. En mode Sport Plus, la boîte de vitesse en S3, le mode le plus haut, châssis, Sport Plus, direction, sport, frein, sport, l'ESP, moi je le veux off, je le veux en propulsion, 2 roues motrices, contrôle de traction, je l'ai mis sur 2, le start and stop désactivé, le M-Sound c'est les clapets ouverts et plus de bruit dans l'habitacle, et voilà, tout au max par exemple sur ma touche M2. Et quand j'appuie sur M2, hop, là vous ne le voyez peut-être pas, mais ça me dit là-bas, dans l'affichage activé M2, conduite sans stabilisation de conduite, les interventions de direction sont désactivées. Est-ce que vous validez? Et donc, il faut appuyer une fois et une deuxième fois dans les 3 secondes. Et là, la voiture a changé. Et là, vous pouvez voir que tout est en off. Et là, ça devient autre chose. Donc ça, c'est le M2. Et quand je rappuie une fois, ça repasse au mode standard ou dans le mode GT. Juste avant, si j'étais en mode road, j'appuie M2 2 fois pour confirmer ou une fois selon ce que vous avez mis. Ça passe en mode M1 ou M2 et vous rappuyez une fois, ça repasse dans le mode road ou sport si vous hésitez. Le auto hold ici, bien pratique. Moi, j'aime bien, c'est quand je freine, j'active mon auto hold. Ça me permet de ne pas avoir à freiner au feu. Et le frein à main, le frein de stationnement. Maintenant, juste ici, on a le volume là. Vous vous doutez que le volume est plutôt bon dans ce genre de voiture. On peut changer de radio. On n'a plus les touches raccourcies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des embuages et la touche warning en plein centre. Voilà à quoi ça ressemble. Sur le haut, on a toujours la touche SOS. On peut voir ici une petite LED en rose qui éclaire en rose de chaque côté, qui éclairera le carbone de nuit. C'est plutôt sympa. Et l'éclairage ensuite que je peux allumer de chaque côté, juste ici. L'appareil, donc là, est allumé au centre en plein éclairage. Le rétro électrochrome. Là-haut, on retrouve ça avec la LED juste au-dessus. Un tout petit miroir. On dirait qu'ils ont voulu gagner du poids là-dessus. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. Je ne vous ai pas montré, il y a un petit peu d'éclairage rose également là, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est parti, let's go l'essayer. Bon allez, c'est parti pour moi dans cette M3 Touring compétition 510 chevaux le joujou. Démarrage. C'est sympa. Petit bruit, etc. Il se passe quelque chose déjà. Alors, je l'avais arrêté en M2, elle est restée en M2. On va repasser dans les M-modes en road, tranquillement. Je vais désactiver ça et repasser en mode standard pour commencer gentiment. On va pas se fâcher tout de suite. Là, clignotant, drive, c'est parti. On a une direction assistée qui est plutôt légère, là, en mode road, qui permet que ce soit agréable au quotidien, puisque cette M3 reste une voiture du quotidien, n'empêche. Je suis déjà en 3e à 20 km/h. Boîte très douce. Donc la boîte, il y a toujours les 6 réglages possibles. Drive 1, 2, 3, S 1, 2, 3. Start and stop à chaque fois. Là, la voiture s'est arrêtée. Start and stop. Il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Moi, j'avoue que je suis pour la ville. Ça sert à rien de consommer pour rien. Je trouve ça inutile. Au niveau des infos, je vais pouvoir avoir mes infos de consommation. Je vais réinitialiser à 0. Comme ça, on va se faire une petite idée de ce qu'on consomme lorsqu'on fait de la ville. J'ai mon CarPlay, j'ai tout ce qu'il faut, mes configurations voiture. La voiture aux petits oignons. Je vais vous mettre comme ça, vous voyez un petit peu plus. C'est très raide, surtout avec ces sièges qui maintiennent comme jamais. On avait fait la M3 compétition pour ceux qui se souviennent à Manicourt. Donc c'était celle-là en gros, mais sans la version break. Là, M3 Touring, c'est vrai qu'il y a quand même un certain charme. Hop, start and stop, ça s'arrête un tout petit peu avant 0. C'est le top. Moi je trouve que ça sert à rien de consommer, arrêter un feu.
Après, si on passe en mode sport ou autre, ça s'arrête. Laisse la dame passer. Elle n'est pas contente parce que le moteur s'est démarré, ça fait du bruit. Mais c'était rouge pour elle. Bon. Troisième, quatrième, c'est hyper doux lorsqu'on conduit ça de façon calme comme ça. Cinquième à 40, très agréable. Le freinage, on a pareil la pédale de frein qui peut s'adapter de façon confort, façon sport, sport plus. On a un freinage qui peut être totalement différent. On a les freins carbone qui sont encore un système différent de freins acier qui peuvent être bien pour les gens qui vont attaquer vraiment. Le frein carbone, c'est bien si vous avez besoin de beaucoup d'endurance. Si c'est pour une utilisation au quotidien, c'est clairement inutile. C'est pour les gens qui vont se faire vraiment des cols de montagne ou autre, ou du circuit. Là, ça peut être intéressant. Sinon, bof. Et même pour ceux qui font du circuit, il faut avoir sacrément de budget quand même pour utiliser des freins carbone parce que ça coûte quand même beaucoup plus cher. À 50, je suis en cinquième là. C'est hyper agréable. On sent qu'on a une voiture raide, mais je suis content. Les sièges, franchement, moi je suis pas bien large. Hein. Je fais 75 kg. Et je suis déjà bien serré là sur les côtés. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces sièges. Chaque fois que je les vois, je me dis waouh. Elle reste en 5, très bas dans les tours. Hein. Franchement, la voiture est quasiment tout le temps en dessous de 1500 tours. Ça, c'est l'avantage également d'avoir des gros moteurs. C'est-à-dire qu'on peut rouler vraiment sur le couple et bas dans les tours. La direction, comme je vous dis, c'est hyper agréable. On roule tout doux, calme. C'est un plaisir à rouler. Donc ça, c'est façon confort. Donc ils ont appelé ça le mode roule, ils n'ont pas appelé ça le confort, puisque bah, ils disent non, ça reste quand même une M3. Ensuite, je peux retourner dans les M-modes ici. Je peux avoir le sport qui me change le compteur ici et qui rend la voiture tout de suite un petit peu plus enjouée et qui va pas hésiter à tomber un rapport, même si la boîte est toujours en mode drive, en mode sport. Je peux la basculer sur le côté, je passe en manuel, je repasse ici. Je peux jouer avec les petits boutons pour la rendre plus ou moins rapide. C'est mignon ça. Mode M. Là, je peux passer en track. Bon, le track, on va pas se le mettre parce que ça sert à rien. C'est vraiment plus destiné au circuit. Ça éteint les écrans et autres. Donc, pas forcément très utile. Là, on a un grand point ici que j'aime bien pour tester un petit peu cette tenue de route. Vous en doutez, oh la vache. C'est une 4 roues motrices, donc il peut y avoir un petit peu de sous-virage. Mais waouh, là on est pneus froids, il fait pas très chaud dehors. Ça tient super bien la route, les réaccélérations. Vous en doutez, ça marche bien. Au niveau du freinage, c'est efficace. Et on peut commencer à se faire un truc sympa. Ensuite, on peut passer en mode M1, je le confirme. M1, ça m'ouvre vraiment l'échappement et il se passe quelque chose d'autre. Là, on est vraiment sur... il y a des petits pop-pop et ça devient sympa. Le freinage, très progressif, il n'est pas trop mordant. Ça, sur les petites routes, ça va être sympa. Ce que j'adore, c'est au passage de rapport chez Ben, il y a un petit son qui amène quelque chose en plus. Donc là, je suis en mode M1. Contrôle de traction en MDM. MDM, c'est ça vous laisse dériver un petit peu. C'est le M dynamique. Je sais plus exactement, mais ça permet de s'amuser un petit peu. On va pas le faire ici forcément, mais il y a de quoi se faire plaisir. Et surtout que là, comme je suis passé en mode M1, en mode Sport Plus, j'ai les petits pétaradages. Alors je sais pas si vous pouvez les entendre. Clairement, les chevaux sont là. On a la facilité. On a quand même un break qui fait 2 tonnes. Mais on sent pas du tout le poids de cette voiture. C'est ça qui est assez impressionnant. Enfin, on se fait plaisir. Ça roule franchement bien. Et pour la route, je vais enlever mon mode
directement. Ce sera plus intéressant pour la route parce que sinon c'est juste qu'on va consommer et c'est pas forcément utile de consommer. À l'intérieur, on a un petit éclairage d'ambiance quand même qui est assez sympa. Franchement, c'est une très bonne voiture. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un régulateur de vitesse, on a quand même des aides à la conduite. On peut avoir le régulateur adaptatif, le centrage de poids. À 110 km/h, là je suis en 8e rapport. Je suis en dessous des 2000 tours, je dois être à 1800 tours minute à peu près. Il y a un petit peu de bruit de roulement, bon, ce qui n'est pas dérangeant, je suis dans une M3 Touring. Moi ça me gêne pas forcément à ce moment-là. J'ai une voiture de sport donc je veux un minimum de ressenti sportif. C'est plaisant. Si je passe à 130, j'appuie un petit peu sur l'accélérateur, ça m'a tombé 2 rapports instantanément. Ouais, en fait, je suis déjà à 130, je m'en rends même pas compte. Et à 130, je suis à 2000 tours, pile poil. Ça roule tout seul, il y a très peu de bruit du vent. C'est agréable. J'ai un petit peu de bruit de roulement. C'est bien insonorisé sur l'extérieur. C'est très plaisant. Encore une voiture qui donne envie de faire de la route. Et c'est ça l'avantage parce que un break comme ça, c'est une voiture pour faire de la route. Hein. C'est pas juste pour aller faire du circuit. Ou sinon c'est pour baisser la banquette arrière et mettre que des trains de pneus et aller s'amuser. Ça peut le faire aussi. Mais très très agréable. Franchement, la M3 quoi. Bon après avoir roulé 70 km en ayant traversé un peu l'île de France, moyenne à 8 litres pile poil. J'étais à 8 litres 1, là ça vient de passer à 8 litres sûrement parce que ça ralentit un petit peu sur la fin. C'est correct hein, pour un gros moteur comme ça qui fait 510 chevaux. Je trouve ça pas mal. Donc là dans les défauts, on sent qu'on a une caisse très ferme, les sièges très très fermes. Donc ça va bouger un peu. Ouh, moto sympa ça. Bon, on va pouvoir repartir sur des petites routes ici où c'est dégradé. Je reste en mode road pour le moment, on verra le mode sport après, mais déjà en mode road. Déjà en mode road, il y a largement de quoi faire. C'est assez bluffant. Alors attention, gros trou ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mode road, on n'a pas toute la puissance. Donc ça emmène, on a plusieurs modes, mais le moteur, il va se mettre à différentes cartographies. Il est déjà là. Châssis est tellement ouf. Et là pourtant comme je dis je suis en mode road, la suspension est plutôt soft, ça relance bien, c'est coupleux, on le sent que c'est coupleux. Quand les turbos se mettent à souffler ça devient très sympa et quand ça repart, les 4 roues motrices est quand même d'une grande aide. Ça permet vraiment de motriser parce que quand je passe en 2 roues motrices je sens que l'arrière a qu'une seule envie, c'est de glisser. Là il y a le gros trou ici. Ça va en vrai, c'est pas inconfortable sur ce genre de route. Donc là, en me mettant un rythme correct, là je suis à 90, en gros sur les routes à 90. Et alors, on sent que c'est ferme, mais c'est vraiment pas inconfortable. Par contre, on se prend vite à dépasser la vitesse. En fait, c'est tellement bien insonorisé. C'est une voiture qui est faite pour l'Allemagne. Clairement, c'est fait pour rouler à 250 sur l'autobahn. Et ça roule tout seul en fait, et on n'a qu'une seule envie, c'est de dire vas-y, le 6 cylindres il a envie de tourner, il a envie de monter un peu dans les tours, il a envie de prendre ses tours et on a même envie de tomber les rapports. Il y a tellement de rapports, il y a 8 rapports avant de repartir en 3, il faut tirer 5 fois la palette, ou sinon il faut juste mettre pied plancher et ça passe bien aussi. Vous connaissez la chaîne, petit 0 à 100, allez, on va monter un peu dans les tours et wow. Oh, ça marche, j'ai raté la première. Je vais me remettre en drive, ce sera plus pratique. Allez. Oh, 100. Allez, on sent un petit 100 à 0. Ça s'arrête bien. Il y a du poids quand même, hein, ça fait quasiment 2 tonnes. Et surtout à l'accel. C'est là où on ne sent pas du tout à l'accélération, c'est bluffant. La boîte est quand même courte, donc ça passe les rapports assez fréquemment. Mais waouh, ça marche hein. 510 chevaux quand même, hein, le petit joujou. Et j'avoue que on a envie, et même passer en M2, DSC désactivé. Là je suis en propulsion, et par contre en propulsion, oh, ça
passer. Alors que si je les passe bien à temps, elle est beaucoup plus rapide. Et les petites déflagrations à l'arrière, ça c'est pépite. Ça c'est... Oh, qu'est-ce que c'est bon. Et lorsqu'on traverse des petits villages avec des petits murs en pierre comme ça, c'est là où on entend bien. Ça pétarade un petit peu. Petite fenêtre ouverte et on peut même passer les rapports. Et j'aime bien dans les tours, il y a cette petite sonorité rock. J'avoue qu'on a quand même envie d'aller chercher un peu. Il y a la petite dame valve qu'on entend, le piou. Il y a quelque chose de très sympa avec cette voiture. C'est charmant. J'avoue qu'on a envie de la pousser un petit peu dans les tours. Senti qu'au départ, elle glisse un petit peu de l'arrière, ça peut devenir très fun. Bon, vous connaissez tous mon fameux test rond-point, là je suis en M2, donc c'est tout désactivé et en mode propulsion. Donc forcément si on prend un peu de rythme, ça tient quand même franchement bien. On a une très bonne accroche, on a 275 à l'avant, 285 à l'arrière, ça tient vraiment bien. Après, pour emmener l'arrière, il va falloir quand même aller vite parce que vous avez vu, là on allait déjà assez vite, donc je vais peut-être tomber un rapport. Et si je dois faire partir l'arrière, il va quand même falloir mettre voilà, de la volonté parce que sinon l'arrière va pas partir tout de suite et le but c'est pas de faire de la glisse en ville ici. Ça tient franchement bien. Il faut vraiment le vouloir pour la mettre en glisse, même si il y a quand même beaucoup de couples. Il suffit d'appuyer un petit peu sur les gaz. Attention à vous quand même parce que c'est un break. Bon, on arrive sur ma petite route ici, bien sinueuse. On commence en mode road, faire un petit aller-retour tranquille. On sent quand même qu'on a un châssis très précis. On a une direction qui nous emmène parfaitement où on veut. On sent que c'est lourd par contre. Ah oui, là dans les petits virages comme ça, on sent que c'est lourd. On a déjà des très bons pneus, mais attention quand même. Là, on roule quand même à bon rythme, on s'en rend pas compte parce qu'on est dans une voiture sportive et qui est faite pour. Mais attention au poids tout de même. Ça tient très bien, mais il va falloir faire attention. C'est assez bluffant. Ça y va franchement bien. Et de façon cool. Cette route est très bosselée, elle est ultra dégradée. Et malgré le fait que ces sièges soient hyper fermes, hyper sportifs, bah, je suis quand même bien dedans, la suspension fait bien son boulot. Les ingénieurs sont forts quand même, hein. Je trouve maintenant sur les voitures haut de gamme, sur les suspensions et autres, il y a quand même vraiment quelque chose qui est fait pour que ça change quoi. Hein, c'est hyper agréable. Et on n'a pas forcément envie d'aller à fond, on a envie d'y aller à bon rythme, mais pas forcément à fond. Pulsion. Et je pense que déjà en sport, il y a moyen que... Oh Jésus. Wouhou. Ah oui, on a une autre voiture là. Oh la vache. Elle s'envoie bien. Par contre, il faut faire attention. Parce que les vitesses qu'on prend, en fait, on s'en rend pas compte comme c'est une grosse voiture et c'est hyper confort. Mais... Oh là là. Ça va très vite là. Oh la vache. Oh la vache. Et en sport, j'ai tout connecté. C'est l'avantage. Donc toutes les aides sont là, au cas où. Ouais, ça y va fort, ça tient bien. Le fait que ce soit une 4 roues motrices, ça permet de pouvoir réaccélérer très tôt en sortie de virage. Attention quand même à pas trop saturer de l'avant. Oh la vache. Oh. Et ça, c'était juste le mode sport. C'était même pas sport plus. Et là, cette fois-ci, je vais passer en M1. Je me suis mis le MDM qui me permet quelques dérives. Et tout est cette fois-ci en mode Sport Plus et tout à la palette. Et là... Oh là là. Oh là là. Ça devient beaucoup plus joueur.
à voir le mordant de la pédale. On fait ça dans un break familial là. Il y a comme un petit souci. C'est pas normal. Petit tunnel. C'est quand même fou de faire ça avec un break familial. Et la Audi RS6 que j'avais essayé aussi. C'est une philosophie différente, mais j'avoue que là j'aime beaucoup hein. Est-ce qu'on peut tout faire avec? Et waouh, waouh, quand même hein. Je vais vous mettre un tour point de vue passager. Ce qui est bien, c'est que je peux également passer les rapports ici avec le petit sélecteur. Donc là, hop, en tirant vers moi ou en poussant vers l'avant pour tomber les rapports. J'avoue que ça amène un petit quelque chose de lâcher une main. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les palettes derrière le volant, c'est cool pour l'efficacité. Mais au niveau du ressenti, ça là, ça reste pour moi un truc en plus. Il y a vraiment quelque chose en plus quand on lâche une main et qu'on est là, surtout sur des petites routes. C'est dommage qu'il n'y ait pas des circuits routiers, qu'on puisse privatiser des routes vraiment pour du public plus facilement, parce qu'en fait c'est sur ce genre de route qu'on a du plaisir. Sur circuit c'est très lisse et en fait ces voitures elles s'expriment aussi pleinement là-dessus parce que ça a été développé pour faire de la route ou du Nürburgring, pas forcément que du circuit. Et c'est vrai que c'est là qu'on pourrait se dire non, ça pourrait être très plaisant. Mais même à la palette, ou là, peu importe, le plus important c'est quand le turbo charge, je me tais tout le long. Qu'est-ce que j'entends? Vous en voulez encore? Allez. M2, mode tout désactivé. Alors je fais ça dans l'air pour pas tuer les pneus et que ça glisse bien, mais bien sûr ça drift très facilement et il suffit juste de mettre un petit coup de gaz et ce sera pareil sous la pluie. Il y aura de quoi se faire plaisir. Bon alors, M3 Touring, on prend ou on prend pas? Franchement, moi je suis pour prendre. Pourquoi? Parce que le look, incroyable. Le fait qu'elle soit en Touring et qu'il n'y en ait pas eu d'autres avant, je pense que ça va garder une cote un petit peu plus importante et ça va peut-être pas durer longtemps, hein, ces 6 cylindres comme ça. Donc je pense que c'est un petit investissement à faire. C'est vrai que c'est pas donné, surtout en France avec ce malus. On a dit c'est une voiture qui va décoter un petit peu moins que les autres et qui sera quand même beaucoup plus rare. L'avantage, c'est quand on rabat les banquettes, moi qui fais du vélo, je peux mettre mes vélos à l'intérieur, plutôt pratique. Je peux quand même les mettre sur le coffre, mais moi j'aime bien les mettre à l'intérieur. Le
le look, voilà. Après, au niveau de la conduite, que ce soit une Touring ou que ce soit une M3 compétition de base, on est sur la même chose, clairement. Niveau ressenti de conduite, niveau plaisir, pareil, kiff. On verra comparé à une CS sur circuit. N'hésitez pas, comme je vous dis, à vous abonner à cette vidéo pour voir le comparatif différent. Mais tout le plaisir est là. Un vrai moteur, pas d'hybridation, peut-être un petit peu étouffé au niveau du son, mais on prend quand même beaucoup de plaisir. On a de la puissance, on a de la bestialité, on a du couple, on a tout ce qu'il faut. Et au quotidien, ça en reste une très bonne voiture. Peut-être pas ces sièges-là si vous la prenez au quotidien avec des sièges plutôt confort, parce que les sièges carbone, ils sont certes magnifiques. Au quotidien, ils sont peut-être un petit peu serrés, surtout si vous avez un gabarit, vous êtes un petit peu plus rond que moi. Moi, comme je dis, à 75 kg, je suis déjà bien maintenu. Après, on peut quand même régler, serrer ou desserrer un poil les bourrelets sur les côtés. Mais voilà. Essayez si vous voulez prendre ces sièges-là avant. Après, ils sont très jolis. J'avoue que je les prendrais peut-être. Ouais, quoique, moi, ça ne me gêne pas trop que ce soit ferme et dur. Et j'aime bien faire du circuit parce que je pense que moi, je l'emmènerai sur circuit. Et je pense qu'un break sur circuit, ça peut en surprendre plus d'un. Et comme ça marche énormément, et comme c'est une 4 roues motrices, vous allez en surprendre plus d'un. Parce que moi, je me souviens, la dernière fois, j'étais à Manicourt avec celle qui était en green mint, ou c'était green mint ou bleu mint. Green mint. Incroyable cette couleur. Et je déposais des 996 GT3 RS. Ouais. Les mecs n'arrivaient pas à me suivre. Et moi, j'avais ça. Donc, imaginez-vous que juste les quelques kilos ne feront pas la différence. Et vous allez déposer pas mal de voitures. Et le fait que ce soit une 4 roues motrices, vous pourrez accélérer plus tôt. Et ça pointe quand même assez vite. Donc, voilà, 510 chevaux, ça fera quand même la différence. Surtout avec les freins carbone céramique, vous allez pouvoir jouer un petit peu. Vivement que cette chaîne YouTube ait 1 million d'abonnés. Hein. Comme ça, je pourrais m'en acheter une. Et puis, je vous emmènerai aussi, si vous êtes sage. Bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé cette vidéo. Le petit pouce bleu comme ça. Mettre dans les commentaires, est-ce que vous choisissez ça ou quelque chose d'autre? Perso, ça me plaît bien, ça. Il y a beaucoup de voitures qui me plaisent sur cette chaîne. J'aime bien ce métier. Ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous en remercie encore une fois. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!